porno clandestin dans les... Bonsoir à tous, bienvenue dans Soir Info. On se retrouve dans une poignée de secondes avec mes invités jusqu'à 22h30. C'est parti pour Soir Info jusqu'à 22h30 avec Jean-Sébastien Ferjou ce soir. Bonsoir à vous, bonsoir. Jean-Sébastien, directeur de la publication d'Atlantico. À vos côtés, c'est une première dans Soir Info. Ravi de vous accueillir. Pierre-Marie Sèvres, directeur et porte-parole de l'Institut pour la justice. Il va en être question très largement de justice dans cette émission. Mathieu Slama, bonsoir à vous, bonsoir. Essayiste, auteur de Adieu la liberté aux éditions Presse de la Cité. Et Paul Melun, bonsoir également. Bonsoir, merci d'être là, essayiste, président de Souverain Demain. Je vous le disais, gros chapitre justice ce soir, a commencé par l'incompréhension de la famille de Philippe Monguillot, ce chauffeur de bus, vous vous en souvenez très probablement, tabassé à mort à Bayonne en juillet 2020. Ces deux agresseurs présumés vont échapper à la cour d'assises. On l'apprend aujourd'hui. Le juge d'instruction a requalifié les faits en violence volontaire ayant entraîné la mort, sans intention de la donner. Sa veuve, Madame Monguillot, donc Véronique, était l'invitée de Laurence Ferrari ce soir, dépitée. Elle évoque un coup de tonnerre pour la famille du défunt. Écoutez-la dans la longueur, c'est poignant et on va en discuter tous ensemble. C'est un coup de tonnerre. Coup de tonnerre que j'ai su hier soir. Je n'ai pas percuté, bien évidemment. Mes filles n'ont pas percuté de suite non plus. On en a pris conscience ce matin. Donc ouais, c'est un coup de tonnerre parce qu'on ne s'attendait vraiment pas à ça. Et on a, jusqu'à hier, on y croyait. Et puis finalement, on n'y croit plus. Voilà. Mon mari, il a été... pour moi aujourd'hui, c'est... excusez-moi, mais j'ai du mal à parler aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on le considère comme un déchet en fait, quoi. Et je vais essayer de parler, mais c'est pas facile du tout. Et voilà, ils vont être jugés à minima. Voilà, pour nous, ils vont être jugés à minima. Il y a un appel qui s'est fait, le parquet a fait appel de suite. Après, je sais trop rien pour la suite. Vous savez, je suis tellement bouleversée aujourd'hui, je suis tellement meurtrie, je suis tellement... je suis sur une autre planète que je me pose même plus de questions en fait et je laisse filer les heures, je laisse filer la journée et je verrai demain. Enfin, je comprends rien, je comprends pas qu'on puisse requalifier. C'est fait, je comprends pas. De toute manière, mon époux il a été oublié depuis longtemps. C'est l'impression que j'ai, bien évidemment, même. Voilà, pour nous, il est bafoué. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on a l'impression que c'est un déchet, que c'est rien. Bon, ben voilà, ils vont être jugés dans une cour criminelle, sans juré. Pourtant, pourquoi on sort un juré, quoi? Pourquoi on empêche les débats? Pourquoi? C'est pas normal, c'est un meurtre, ça restera... Enfin, dans ma tête, c'est dans la tête de beaucoup de personnes, tout ce qui s'est passé, le dossier d'instruction qui est quand même... Moi, je l'ai suivi pendant ces 2 ans, pendant 1 an et demi. Je l'ai suivi de près, je suis au courant de tout. Mais il y a un dossier d'instruction qui est béton, qui est ficelé, qui est béton, qui démontre par A plus Z que c'est un meurtre aggravé. Donc ouais, on est bafoué. Mon époux a été bafoué, on est bafoué nous aussi. Pierre-Marie Sèvres, je me tourne vers vous pour commencer cette discussion, d'autant que vous connaissez Madame Monguillot, c'est un sujet que vous traitez. On la voit, il n'y a pas de mots pour qualifier ce sentiment qu'elle nous laisse, elle est absolument anéantie. C'est une situation qui est incompréhensible. Ah ben complètement. Moi, j'avais pu discuter avec elle il y a 1 mois et demi, quelque chose comme ça, et effectivement, j'avais eu le sentiment sur le coup. Elle montrait beaucoup d'espoir. Elle montrait qu'elle avait vraiment espoir que. Est-ce que vous participez à l'aider, à essayer de lui permettre de trouver des solutions, Oui, ça. Alors l'Institut pour la justice travaille avec des victimes pour essayer de comprendre ce qui n'a pas fonctionné dans le fonctionnement judiciaire de leur affaire, et essayer ensuite de porter auprès des politiques la solution qui serait nécessaire. Et donc, on s'est rapproché de Madame Monguillot. On a eu en plus un très bon feeling. On s'est très bien entendu avec elle et une de ses filles notamment, puisqu'elle a 3 filles. Ils avaient 3 filles, Philippe et Véronique. C'est une famille qui est brisée, on le rappelle. Complètement. Ah ouais, moi je l'ai bien vu. On nous a raconté. On a passé toute la journée ensemble, donc elle nous a raconté assez longuement les faits. Ce qu'elle nous dit ce soir, c'est qu'elle ne peut pas comprendre pourquoi est-ce que ces 2 agresseurs présumés vont échapper à la cour d'assises. Mais elle n'est pas la seule. En tant que victime, on pourrait se dire c'est évident qu'elle ne comprenne pas. En fait, elle n'est pas la seule. C'est une décision de justice qui, aux yeux de même de nombre d'observateurs, moi j'ai eu des magistrats au téléphone là, depuis ce matin, j'en ai discuté avec eux, et ils m'ont dit effectivement, il y a un truc qui ne va pas là. Le juge d'instruction, je ne sais pas, il a pété une durite, j'en sais rien, mais il a fait une vraie, c'est plus qu'une boulette, parce que derrière il y a des familles, il y a Mais on ne peut pas expliquer ça aussi simplement. C'est pas possible de dire... Donc même une tendance tout cela arrive parce qu'un juge d'instruction a pété une durite, pour reprendre vos propos. Ça ne peut pas, être cette explication-là, ce n'est pas possible. Le parquet avait effectivement requis la cour d'assises
pour meurtre aggravé, pour meurtre en réunion, donc potentiellement la perpétuité. Donc le parquet, il avait fait son boulot, là, pour le coup. C'est pas toujours le cas, mais en l'occurrence, là, c'est le cas. Et là, la décision du juge d'instruction, elle paraît, oui, elle paraît très étonnante. Ce qu'il faut rappeler à nos téléspectateurs, c'est que, et vous m'arrêtez si je me trompe, le juge d'instruction instruit donc depuis près de 2 ans cette affaire, il dispose nécessairement d'éléments que ni vous, ni moi, ni personne d'autre ne dispose. Donc, finalement, cette décision, il n'y a que lui qui peut la comprendre et qui peut l'expliquer. Ouais, je vais vous dire, je soupçonne autre chose quand même. Moi, je soupçonne quelque chose que je connais et que je côtoie, c'est une idéologie. Il y a une idéologie, je ne sais pas si c'est le cas de ce juge d'instruction en particulier, effectivement, on n'a pas tous les éléments, mais il est quand même tout à fait possible, et que ce soit le cas dans cette affaire ou non, ça pose quand même la question d'un problème de fond, qui est le problème de l'idéologie laxiste, qui continue chez les magistrats depuis 40, 50 ans et qui continue à avoir cours aujourd'hui chez les magistrats et chez les politiques. On va continuer de se poser cette question. Chacun va évidemment apporter son avis et son analyse. Mais d'abord, afin que les téléspectateurs comprennent bien ce que signifie cette requalification et pourquoi est-ce qu'elle a eu lieu, Noémie Schulz du service police-justice de CNews nous explique tout. Cette requalification, cela signifie que la juge qui est en charge depuis 2 ans de l'enquête, de l'instruction, celle qui a entendu les suspects et leurs avocats, les témoins, qui a examiné les bandes de vidéosurveillance, qui a auditionné un certain nombre d'experts, cette juge donc estime que les 2 jeunes hommes n'avaient pas l'intention de tuer quand ils ont frappé Philippe Monguillot. C'est la version qui est d'ailleurs donnée par la défense depuis le début. Selon les avocats de ces 2 jeunes, Philippe Monguillot est mort parce qu'il a fait une mauvaise chute, une chute causée par un seul coup de poing. Le décès n'était pas recherché, c'est ce qu'ont dit les suspects. Une version qui est contestée par le parquet de Bayonne. Le procureur avait parlé d'une extrême violence et d'ailleurs le parquet a immédiatement fait appel de cette requalification. Cela veut dire que dans un délai de 4 mois, la chambre de l'instruction va se pencher sur cette affaire et donnera son avis. Ce seront plusieurs juges qui vont trancher. Mais si cette décision était confirmée, eh bien ça aurait un certain nombre de conséquences. D'abord, la peine encourue ne serait pas la même. Pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner, la peine maximum est de 15 ans. On passe à 20 ans quand la victime est une personne chargée d'une mission de service public. C'est le cas en l'espèce. Donc, les suspects encourraient 20 ans de prison contre la perpétuité si l'homicide volontaire avait été retenu. L'autre conséquence de taille, c'est que cette affaire ne serait pas jugée par une cour d'assises, donc pas par un jury populaire, mais par une cour criminelle. Vous savez, il s'agit de ces juridictions qui sont en cours d'expérimentation dans certains départements, dont les Pyrénées-Atlantiques. Le but, c'est de désengorger les cours d'assises. Et donc, ce seraient 5 magistrats professionnels qui jugeraient cette affaire. Enfin, la question de l'intention homicide ne pourrait pas être débattue au cours de l'audience. Et c'est ce qui choque notamment la famille de Philippe Monguillot. Jean-Sébastien Ferjou, je reviens sur le témoignage de Madame Monguillot. C'est terrible de voir ce décalage entre la logique froide, j'ai envie de dire, de la justice et celle des citoyens qui ont un sentiment, en l'occurrence Madame Monguillot, un sentiment de laxisme, d'abandon insupportable. Je crois que tout le monde ne peut que comprendre l'émotion, effectivement, de Madame Monguillot. Évidemment qu'elle se trouve démunie face à cette décision qui paraît ne pas correspondre à ce qu'on connaissait des faits jusque-là. Maintenant, on n'est pas dans le dossier. Moi, ce que j'entends quand même, c'est que le parquet a fait appel et que donc la chambre d'accusation sera amenée à se reprononcer. À ce moment-là, il y a effectivement un problème d'idéologie chez certains magistrats. Pas non plus dans l'ensemble de la justice. Il y a effectivement des procédures d'appel. Si c'était confirmé, c'est probablement que dans le dossier, il y aurait des éléments qui iraient dans ce sens-là. Maintenant, je pense qu'il est très important de faire un travail, effectivement, et peut-être que les citoyens s'en saisissent, de regarder, pour avoir été confrontés au problème, puisque Atlantico avait, si vous vous en souvenez, révélé le mur des cons. Bizarrement, quand nous avons, sur des affaires pas très graves, je vous rassure, en droit de la presse ou sur les prud'hommes, bizarrement, quand les magistrats étaient issus eux-mêmes du syndicat de la magistrature, donc le fameux syndicat qui avait fait le mur des cons. Bizarrement, les décisions... Le juge d'instruction est syndiqué. Non, donc, non, mais c'est pour ça que je vous disais, mais en ce qui nous concerne, bizarrement, les décisions étaient assez incompréhensibles au regard, y compris d'autres magistrats. C'est pour ça que je vous dis que les citoyens eux-mêmes se saisissent de cet aspect-là. Maintenant, faisons quand même confiance à la justice. Je vous disais, en premier lieu, il y a la chambre d'accusation qui va se prononcer
à nouveau, et il n'y a pas une idéologie qui serait présente chez tous les magistrats Non, bien sûr que de non. France. C'est le cas chez Mais on se dit certains. qu'il y a un truc Ça reste relativement minoritaire chez ceux qui sont les plus militants. Mathieu Slama et Paul Melun qui n'ont pas encore réagi. Mathieu Slama, vous allez peut-être vouloir me rétorquer, mais ça n'a rien à voir et comparaison n'est pas raison. Mais moi, je pense aujourd'hui, encore une fois, à l'affaire du policier du Pont-Neuf. Et je me dis que cet homme-là, il est mis en examen pour homicide volontaire. Alors que je rappelle que donc, on suppose qu'une voiture lui a foncé dessus et qu'il a tenté de se protéger ainsi que ses collègues. Il est mis en examen pour homicide volontaire. On se dit, alors qu'on voit la requalification aujourd'hui, il y a quand même quelque chose qui ne tourne pas rond dans cette justice. Est-ce que vous êtes d'accord ou est-ce que vous dites... je vais vous dire quelque chose et je voudrais juste répondre à Bien ce qui sûr. a été dit après très rapidement parce que je pense que c'est justement l'écueil qu'il faut éviter ce qui a été dit. Mais d'abord, vous avez dit une chose qui est très importante, c'est que c'est vrai qu'il y a un décalage entre la froide rationalité de la justice, on va dire, et l'émotion extrême. Et c'est vrai que les images qu'on a vues là déchirent le cœur. Elles sont vraiment terribles. Dans un instant. Elles sont vraiment terribles et je pense qu'il faut vraiment écouter cette parole-là parce qu'elle dit quelque chose aussi quand même de la détresse dans laquelle dans laquelle certaines personnes sont en lien avec l'insécurité dans ce pays. Moi, j'ai 2 remarques à faire sur cette affaire. J'ai regardé un peu le fond de tout ça. Il y a une chose que je ne comprends pas, c'est que, en fait, visiblement, il y a quand même beaucoup de débats sur la qualification et que c'est pas du tout clair la manière dont les choses se sont passées. Et je ne comprends pas pourquoi finalement n'a pas été décidé ce que le parquet avait décidé, c'est-à-dire de prendre la qualification la plus large et qui permettrait en effet d'aller en assise avec donc des jurés et qui permettrait la perpétuité, parce que là maintenant c'est 20 ans. Exactement ce que nous expliquait Noémie Schulz, c'est qu'il risque désormais de 15 à 20 ans, alors que la perpétuité eût été possiblement requise. Alors, face aux assises. On peut s'étonner que du coup la qualification la plus large n'ait pas été prise pour justement permettre après, lors du procès avec les jurés, etc., de requalifier. De requalifier éventuellement. Je trouve que ça c'est une question en effet qu'on peut se poser. Mais qu'il y a un débat. Et qu'il y a un débat. En revanche, et c'est là où je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez dit, c'est que je trouve dommage en fait, et même peut-être presque un peu dangereux, qu'à chaque fois que ce type d'affaires a lieu, et c'est vrai qu'elles sont terrifiantes, et il faut s'en inquiéter évidemment, et nombreuses, mais je trouve dommage qu'à partir de ce type d'affaires, tout de suite, ce soit toujours le même discours sur le dysfonctionnement de la justice, ou plutôt le laxisme de la justice, l'idéologie de certains juges, le fait de remettre en cause... L'affaire Aleno, Antoine Aleno qui est mort par un gars qui devait être en prison. Je vous le dis d'autant plus... L'affaire de la jeune femme qui a été violée à Nancy il y a 2 semaines. Je vous le dis d'autant plus que justement, j'ai participé notamment à ces débats sur ces sujets-là. Et les 2 agresseurs présumés de Bayonne sont des récidivistes également, au moins pour l'un d'entre eux, pour ne pas dire de bêtises sur ce sujet. Juste pour finir sur un mot... Je suis désolé Mathieu Slama, vous allez finir votre phrase et Paul Melun va s'exprimer également. Mais vous savez que j'ai une contrainte, il est 21h15 et c'est l'heure d'un rappel de l'actualité rapide avec Simon Guillain. Tout de suite le rappel et je vous laisse finir. Tout de suite le rappel, je vous laisse finir. Pardon Mathieu. Désolé. Mathieu Slama, pardon, je vous ai coupé. Je vous laisse terminer en une phrase, vraiment, voilà. Moi, je crois que le discours sur la justice trop laxiste et sur le besoin de mesures supplémentaires, plus punitives, plus dures, moi, je pense que c'est un discours qui peut parfois être dangereux parce que il a juste ce qu'attendent les Français. Peut-être, mais encore une fois, vous savez l'importance pour moi de l'état de droit et de tous les principes associés à l'état de droit. Et je pense qu'il faut faire attention à que l'émotion nous amène pas à prendre des mesures qui seraient non seulement attentatoires à l'état de droit, mais aussi potentiellement contre-productives. Voilà. Je vous donne tout de suite la parole. Écoutez, justement, parce que ce sera intéressant là encore de vous entendre après avoir de nouveau écouté Véronique Monguillot. Pour elle, il n'y a pas de discussion possible. Il y avait intention de donner la mort à son époux. Écoutez-la. Le 6 juillet 2020, le procureur de la République de Bayonne a fait une conférence de presse en disant « extrême violence ». Effectivement, extrême violence. Et surtout, à la tête. La tête, c'est le moteur. C'est notre moteur. Sans notre moteur, on ne peut rien faire, on ne peut pas avancer. Les coups ont été ciblés. Donc, il y a eu un acharnement. Après nous, moi je peux vous le confirmer parce que ce que j'ai vu à l'hôpital, c'est bien un acharnement. Mon époux a eu quand même un brin de lucidité, je sais pas comment je peux dire, de se relever pour aller dans son bus, pour se protéger. Et en fait, la chute qu'il y a eu n'a pu être causée que parce qu'il y a eu des coups extrêmement violents au sol dans une première phase. Voilà. Et on est venu l'achever.
On est venu lui donner un coup de poing qui automatiquement l'a fait chuter sur le sol. La conséquence que des coups de pied qu'il a eu dans la tête au sol, il n'a pas pu se défendre, il n'a rien pu faire et il n'a pas pu réagir à ce dernier coup de poing qui l'a fait lourdement chuter. Donc l'intention de tuer, pour moi, elle est là. Elle est extrêmement courageuse, cette femme. Elle est très digne parce que il y a de quoi devenir fou, vraiment. On se met à sa place et on se dit qu'aussi, c'est comme ça que se développe la culture de l'impunité dans notre pays. On parle de violence ayant entraîné la mort. Absolument. Mais vous savez, je crois que la défiance envers notre justice, elle n'est pas légitimée, contrairement à ce que vous sembliez dire, par le rôle des commentateurs et par ceux qui dénoncent cette injustice, parce que cette justice devient injuste dans son traitement de la violence, de la misère. Et si vous voulez, c'est là le fond de l'affaire. Maintenant, quand on entend cette dame, elle nous explique que son mari a été oublié, qu'il a été bafoué. Ce sont des mots extrêmement forts qu'elle nous dit, cette dame. Moi, au nom d'une nouvelle législation. Oui, mais moi je pense, si vous voulez, qu'elle a parfaitement raison. Parce que derrière ça, c'est pour pas engorger les cours d'assises, pour expérimenter cette nouvelle, comment on appelle ça, cette nouvelle juridiction, la cour criminelle qui est en train d'expérimenter dans une quinzaine de départements. Voilà pourquoi on bafoue la mémoire de son époux. Madame Monguillot a raison, son mari a été bafoué, il a été oublié, et ce à plusieurs reprises. Il a été bafoué, oublié en amont du drame qui lui est arrivé. Il a été oublié parce que nous avons oublié de mener des politiques d'ordre public suffisamment protectrices pour nos compatriotes et qu'on en vient à des situations où des chauffeurs d'autobus ou des chauffeurs de métro ou des chauffeurs de tramway se font agresser jour et nuit dans notre pays. Il est là le fond du problème. Et donc après, effectivement, lorsque ces affaires arrivent devant les magistrats, et elles n'y arrivent pas toujours parce qu'on ne trouve pas toujours les coupables, les auteurs, quand on trouve les auteurs et les coupables et qu'on les remet en liberté ou qu'on fait des stages de citoyenneté, jour et nuit, ça se passe, on le voit toute la journée, toute l'année. Eh bien, à un moment donné, on peut comprendre légitimement que l'émotion prenne le pas. Et je dirais même plus, je crois que l'émotion est légitime. Et je crois que quand on vient à parler d'une chute accidentelle, comme le fait cette magistrate, là, c'est plus de l'émotion, si vous voulez, qui nous étreint. C'est carrément le scandale et la colère. Et je crois qu'il est légitime et qu'il y a de saines colères, de saines émotions, et que la justice est là pour régler les problèmes de la société, et là aussi pour réguler un certain nombre de choses, à commencer par l'hyperviolence aujourd'hui. Si la justice ne remplit plus cette fonction, il est légitime que les citoyens se posent des questions sur une éventuelle idéologie. La justice, et tout le monde s'accordera, j'imagine, là-dessus, doit absolument s'extraire de l'émotion. C'est une chose, et c'est comme ça que ça doit se passer. Mais croyez-vous que vous allez rétablir une confiance entre les Français et cette fameuse justice avec ce genre de décision? Pierre-Marie Sèvres, je voudrais qu'on entende ensemble les deux avocats, en tout cas deux des avocats dans chacun des camps, à savoir l'avocat de Madame Monguillot et l'avocat des agresseurs, en tout cas de l'un des deux agresseurs, Thierry Sagardo-Ito. Il est question de cette requalification et chacun, j'ai envie de dire, plaide pour sa paroisse. C'est intéressant d'entendre ces deux versions. Écoutez-les. Le coup fatal n'est possible que parce que les autres coups ont été donnés et avaient considérablement affaibli Philippe Monguillot. Et de surcroît, nous avons également la bande-son de cette tragédie, puisque les agresseurs ont prononcé des mots qui sont des mots quand même qui ont un sens, puisqu'ils ont indiqué, des témoins l'ont rapporté, on va le finir, on va le démonter, on va le finir. On va le finir, ils l'ont laissé pour mort, soyons sérieux. Il ne me paraît absolument pas raisonnable de traiter et de faire en sorte, si vous voulez, que ces gens, ces individus, dont certains d'entre eux sont déjà connus pour des violences, que ces individus, si vous voulez, qui ont mis tellement de force et ont été tellement jusqu'au boutiste dans la violence, ont joint en plus la parole au geste, soit quelque part, si vous voulez, totalement immunisés, totalement protégés, d'avoir à se justifier de leurs intentions, et que finalement ce procès s'oriente vers une histoire de bagarre ordinaire. Dès le départ, les médecins légistes ont affirmé, preuve à l'appui, que Philippe Monguillot était décédé des conséquences d'un seul coup de poing. Donc toute la construction intellectuelle ou fictive qui consiste à dire que c'est cette pluralité de coups qui se serait produite à l'arrière du bus a conduit à la mort, c'est faux, c'est la dénaturation malhonnête des éléments du dossier. Le coup de poing en soi, ça n'est pas un geste criminel, sans quoi on jugerait en cour d'assises toutes les bagarres du samedi soir.
entre clients éméchés qui se donnent un coup et qui, pour l'un, se fracture le nez, pour l'autre, provoque un œil au beurre noir. La question n'est pas de savoir quel était le but recherché, la question est de savoir si en soi, le coup était caractéristique d'une intention de tuer, comme l'est le fait de s'emparer d'une arme blanche ou d'une arme à feu. Tout le reste, c'est une reconstruction intellectuelle. J'entends que la partie civile plaide sur les réseaux sociaux et sur les plateaux télévisés. Moi, je plaide dans les tribunaux et je suis heureux d'avoir convaincu le magistrat. Pierre Marisset, c'est intéressant d'entendre les deux versions. Après, on pense ce qu'on veut de ce que dit Maître Segardo-Ito, mais bon, il est dans son rôle. Moi, l'impression que j'ai, au-delà de ce qu'on vient d'entendre, c'est que les juges d'instruction dissèquent les faits tellement à l'excès pour apporter des qualifications que c'est ça qui est en train de perdre la justice. Est-ce que dans une affaire comme celle-là, il ne faudrait pas plusieurs juges? Est-ce qu'une décision aussi importante peut ne dépendre qu'une seule personne? Alors, je ne sais pas s'il faut plusieurs juges. Moi, je pense que là, on met le doigt sur le point du divorce entre les Français et la justice. Parce qu'on le sait, moins d'un Français sur deux a confiance en la justice. Ce qui est quand même un chiffre qui devrait être affolant. Dans un État normal, ça devrait être. Il y a une attente de la population pour une grande fermeté également. Exactement, bien sûr. De manière écrasante. Et je pense qu'on met le doigt sur ce qui forme le divorce entre les Français et la justice. C'est ce côté dont vous avez parlé, la technicité à outrance. Moi, j'ai fait des études de droit dans une université française qui s'appelle Paris 1, donc la Sorbonne. J'ai vu ça, une espèce de... Les juristes sont endoctrinés dans une volonté de dire « Ah oui, mais le droit, vous savez, c'est de la technique, c'est au-dessus des citoyens, des gens de base. Nous, on est des juristes, on est bien plus intelligents, bien plus fins, bien plus subtils que ça. » Et ben, je pense que... Il y a une forme d'arrogance de la justice française. Complètement. En tout cas, chez les étudiants en droit que j'ai connus, ça, c'est une évidence. C'est une évidence. Et j'ai l'impression que ça continue parmi les étudiants qui sont devenus ensuite magistrats ou avocats. Donc, clairement, il y a ce point-là. Ça me semble assez évident. Et vous observerez que la technicité, elle va toujours dans un sens. Parce que si le droit était une matière comme ça, gazeuse, extrêmement technique et inaudible pour les néophytes que nous sommes, pauvres pêcheurs, eh bien à ce moment-là, si vous voulez, si c'était la main divine, la justice, la main divine pourrait aller dans un sens ou dans l'autre. Comme de par hasard, elle va quand même assez souvent du côté. Et puis il y a un message que vous envoyez également. Je ne sais pas, je crois qu'ils ont 24 et 26 ans, les deux auteurs présumés. Ils sont assez jeunes, mais... C'est toujours pareil, cette question d'impunité. On peut revenir sur l'affaire Aleno, sur beaucoup d'autres affaires. Les parcours de délinquants ne sont pas freinés, sont jamais freinés. Donc il y a des conséquences ensuite sur le long terme. Jean-Sébastien, dernier mot, et Mathieu Slama éventuellement. Allez, 2 derniers mots rapides, s'il vous plaît, avant qu'on fasse la pause. Je pense que c'est pas sur un plateau de télévision qu'on a vocation à éclaircir X ou X dossiers, mais juste sur la rhétorique des gens, parce qu'elle est intéressante quand vous écoutez simplement ce qu'ils disent. Quand l'avocat qui effectivement dit il n'y avait pas d'intention de donner la mort, dit mais ramène ça, je crois l'expression qu'il a employée, l'avocat d'un des c'est une bagarre de code de client de discothèque. Mais pardon, là, il ne s'agit absolument pas de ça. Il s'agit de gens qui s'en sont pris à quelqu'un qui avait une fonction d'autorité, qui manifestement a attendu que son bus repasse pour pouvoir s'en prendre à lui, parce qu'ils avaient déjà eu affaire à lui. Plutôt, on n'est pas dans... là, c'est ramener tout à l'horizontalité, en quelque sorte, comme si finalement, peu importe qu'on vous ait cherché des noises ou non, à partir du moment où quelqu'un s'en prend à vous, et ben finalement, tout est au même niveau. Ça n'est pas acceptable. Dans la rhétorique, après, il faudra éclairer... C'est l'avocat qui est dans son rôle aussi. Mais c'est vrai que je suis d'accord que quand vous êtes la famille, vous vous sentez pas simplement insulté. C'est ça la difficulté. Il n'est pas que avocat, il est dans un rôle d'expert. Après, je pense qu'il est important de rappeler quand même aussi, quand on regarde l'ensemble des décisions de justice, il n'y a pas un laxisme absolu de la justice en France. Il y a des condamnations qui sont... Non, mais il y a un problème. Il a été mis en examen. Non, mais il y a un problème. Il est rattrapé 1 mois plus tard. Il est libéré 1 mois plus tard. Il est rattrapé. Je suis d'accord. Il a été condamné il y a 2 semaines. Il a 28 mentions. Après, il faut regarder le sujet, à mon sens, c'est qu'il n'y a pas assez de contrôle sur la politique pénale et pas assez de transparence sur la politique pénale. On ne sait pas suffisamment, parce que c'est pas... On peut toujours raisonner à partir de 2-3 faits divers qui sont extrêmement marquants. Ça ne permet pas de se faire un avis éclairé. Ouais, très rapidement, parce que la question du laxisme, vous dites la justice est laxiste, mais les chiffres vous donnent tort. Et je pense que c'est ça le problème, c'est qu'encore une fois, il y a d'un côté l'émotion qu'on peut ressentir. Elle est dans certains cas. Moi, je vais vous donner. Alors, est-ce que vous voulez me les garder pour la... Ouais, je les garde après. Voilà, comme ça, je vous laisse les établir tranquillement, et puis ça nous donnera l'occasion également d'aller sur une affaire qui n'a rien à voir, mais qui, là encore, peut-être est symptomatique des sujets qu'on est en train de traiter. Cette jeune femme de 20 ans, enceinte de 7 mois, violemment frappée par 2 individus mineurs dans une rame de tramway, alors qu'elle était en train de venir en aide à 2 adolescents. On revient sur tout ça dans un instant, après le rappel de l'actu. À tout de suite.
Aux États-Unis, la pilule anti-Covid de Pfizer est de plus en plus prescrite et montre de très bons résultats. D'après un haut responsable de la Maison-Blanche, ce médicament fait la différence et permet de limiter le nombre d'hospitalisations et de décès. Au total, 20 000 prescriptions sont faites chaque jour à travers tous les États-Unis. Un dessin de Michel-Ange vendu aux enchères pour 23 millions d'euros à Paris, réalisé à la fin du XVe siècle à la plume et à l'encre brune. Ce dessin, qui représente un jeune homme nu, a été déclaré trésor national pour le patrimoine français en 2019. Et vous l'avez tous remarqué, il a fait chaud, très chaud, ce mercredi en France. Des records de température ont été battus ou égalés par endroits, notamment dans le sud de la France. À Bordeaux, par exemple, le thermomètre est monté jusqu'à 34 degrés cet après-midi. Jean-Sébastien Ferjou, Mathieu Slama, Pierre-Marie Sèvres, Paul Melun, toujours présents dans Soir Info. Merci de nous retrouver sur CNews en direct jusqu'à 22h30. On conclut cette affaire, ce thème autour du terrible drame qui a touché ce chauffeur de bus à Bayonne il y a 2 ans. On apprend donc aujourd'hui que la juge d'instruction en charge de l'enquête sur l'agression du chauffeur a requalifié les faits en violence en réunion ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Le parquet de Bayonne a fait appel. La famille, et on a entendu sa veuve, est dévastée. On en a largement débattu. Vous vouliez juste rajouter un élément, Mathieu Très vite, Slama. parce que, encore une fois, par rapport à tout le discours, la justice est laxiste, qu'on entend beaucoup et qui se reflète aussi chez dont on a beaucoup de preuves chaque jour. Et en tout cas, une majorité de Français, j'ai vu un sondage il y a quelques mois, une majorité de Français le pensent. Et encore une fois, il faut faire attention parce que c'est vrai que c'est parfois contraire à la réalité. Je vais vous donner 2 chiffres. Les peines de prison, d'une part, elles sont stables depuis 2014. C'est-à-dire qu'en 2014, vous aviez... Oui, mais c'est pas ça. L'idée que la délinquance pouvait exploser. C'est même pas le sujet. J'entends, mais c'est même pas le sujet parce que vous avez les réductions de peine, parce que vous avez ces peines qui ne sont pas effectuées, vous avez les aménagements de peine. Vous prenez 10 ans, vous en faites 5 maximum. Non mais pardon. Allez-y, c'est ma faute. Les peines de prison sont stables et la prison ferme, c'est en hausse. Les peines de prison ferme sont en hausse depuis une dizaine d'années. Elles sont pas exécutées. Jusqu'à 1 an de prison ferme, vous n'y allez pas en prison. Vous voyez bien que, en tout cas, le discours sur le laxisme de la justice, des peines qui sont prononcées, c'est pas tout à fait exact. C'est juste, voilà. Pardon de le dire. Même s'il y a des cas qui nous choquent, et on est tous choqués par rapport à ça. Demandez à la famille Aleno si les peines de prison sont exécutées. Et je m'en veux de le dire parce que je sais que je remue quelque chose de terrible en disant ça. Vous avez raison, mais c'est ça le grand drame. Non mais ça, vous savez, c'est comme le sentiment d'insécurité. On trouve toujours des chiffres pour vous dire que tout va mieux. Sauf que les Français, ils constatent le réel, le quotidien. Certains magistrats ne constatent peut-être pas. Autre thème que l'on peut commenter autour de l'insécurité dans notre pays et des questions qu'on pourrait se poser également autour de la justice. Une agression qui a beaucoup choqué les esprits, comment ne pas l'être. Une jeune femme de 20 ans, enceinte de 7 mois, a donc été violemment frappée par 2 individus. Ça se passe dans une rame de tramway à Montpellier alors qu'elle venait en aide à des adolescentes. 2 hommes sont en garde à vue. Les explications avec ce sujet de Vincent Fernandez. Il est aux alentours de 22h40 samedi dans le quartier des Tonnelles à Montpellier. Une femme de 20 ans, enceinte de 7 mois, est frappée par 2 hommes alors qu'elle venait en aide à des adolescentes agressées à la sortie du tramway. On a un geste citoyen de cette maman enceinte de 7 mois qui essaye de défendre ses 3 gamines. Et là, un déchaînement de violence, mais infernal, quoi. Ça ne s'arrête pas. Le second qui vient prêter main forte à l'agresseur principal et qui essaye d'arracher un bijou à cette maman. Non, là, c'est tout juste improbable, mais totalement banal. Le compagnon de la future maman arrive presque immédiatement, mais il est lui aussi frappé. Les forces de l'ordre interviennent rapidement et interpellent les 2 agresseurs. Ces individus se faisaient passer pour des mineurs non accompagnés. Il s'est avéré que pour l'un des 2, c'était faux. Les accords ne permettent pas d'expulser ces jeunes hommes en la matière. Et non, on est plutôt sur de l'éducatif suivi par l'aide sociale à l'enfance sur les départements respectifs. La jeune femme s'est vue octroyer plus de 8 jours d'ITT. Les 2 hommes ont été placés en détention provisoire. Pierre-Marie Sèvres, je rappelle, donc 2 agresseurs interpellés placés en garde à vue. Tous 2 se présentent immédiatement comme des mineurs non accompagnés. Le premier soutient être né en 2005 en Algérie. Le second déclare avoir 3 identités successives. D'abord, il dit qu'il est né en 2003, ensuite en 2005, ensuite en 2006. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces gens-là, en fait, ils maîtrisent la loi. Ils savent exactement comment ça va se passer. Et leur premier réflexe, c'est de mentir sur leur âge.
Alors déjà, ma première réaction, je suis désolé, on va encore m'accuser d'être un peu dans l'émotion, mais je vous avoue que là, quand on se dit qu'en France, il y a une jeune femme de 7 mois qui se fait donner des coups de pied dans le ventre. De 20 ans, enceinte de 7 mois. Enceinte de 7 mois, qui se fait donner des coups de pied dans le ventre. Ma femme est enceinte de 8 mois d'ailleurs, donc c'est pour ça aussi, peut-être pour ça que ça résonne, merci. Mais donc bon, je veux pas qu'on m'accuse d'aller dans l'émotion, mais je pense que ça permet quand même de réaliser, on est dans un pays où visiblement il y a des barbares parmi nous. Donc ça, il faut bien se rendre compte, on n'est plus dans un pays civilisé, plus pour tout le monde en tout cas. Donc c'est la première chose. Maintenant, si on essaie d'être rationnel, il y a le problème des mineurs non accompagnés qui est un vrai problème depuis des années. À l'Institut pour la justice, on en parle depuis longtemps. On a sorti une étude il y a 2 ans qui en parle spécifiquement là-dessus. Et effectivement, c'est un problème grave. On ne sait pas combien il y en a. Ils sont des milliers, ils donnent plusieurs alias. On ne peut pas les expulser, on peut à peine les condamner. Donc, ouais, c'est un vrai problème. L'excuse de minorité, c'est une forme d'impunité en soi. Hein. Oui, alors on va même pas à l'excuse de minorité parce qu'avec le nouveau code de la justice pénale des mineurs, maintenant on divise le procès en 2 pour les mineurs, c'est-à-dire qu'il y a un premier procès qui dit ils sont coupables oui ou non, et un deuxième procès qui donne la peine. Sauf qu'avec ces profils-là, différents alias, différents âges, ils n'ont pas de domicile fixe, donc on les a au premier procès, on les a pas au second, qui est 1 an plus tard. Donc c'est complètement inopérant. Paul Melun, je reviens sur une partie de ce que disait Pierre-Marie Savy un instant. Il y a un problème de fond, j'ai l'impression aussi, sur l'évolution de notre société. À force de ne pas vouloir voir la réalité, on génère une forme de barbarie insidieuse. Et c'est à cela qu'on assiste, j'ai l'impression. Moi, je parle de barbarie du coin de la rue. C'est-à-dire, comme le Régis Debray l'avait montré dans ses travaux assez intéressants sur l'éloge des frontières, du moment que vous abaissez les frontières, et là, on est typiquement dans un cas d'abaissement des frontières par l'immigration de masse, vous abaissez les frontières, vous créez le chaos au coin de la rue. Vous avez une civilisation qui s'arme sur le pas de sa porte, qui va mettre des digicodes, qui va mettre des barreaux aux fenêtres. Moi, quand j'étais petit, dans ma rue, il y avait des pots de fleurs. Maintenant, il y a des barreaux aux fenêtres. Vous voyez, pour moi, c'est un peu comme ça aussi que je mesure l'état de notre pays et l'état de déliquescence dans lequel est effectivement notre civilisation, pour reprendre ce que vous disiez très justement. Mais là, aujourd'hui, cette succession de faits divers qu'on nous présente depuis des décennies comme des faits divers, ça montre quoi ? Ça montre un fait de société. Parce que beaucoup de faits divers, ça finit par faire un sacré fait de société. Et ça fait parler de la question migratoire, par exemple. Et lorsqu'on réfléchit à la question migratoire, moi j'ai certains modèles, comme par exemple M. Biden, qui en 13 mois a renvoyé 1,2 million d'immigrés. Ça me paraît être une bonne mesure de la part de M. Biden. Il n'est pas d'extrême droite, M. Biden. La première ministre danoise, Mme Frederiksen, par exemple, qui est social-démocrate, qui elle propose à ce que, comme l'avait proposé d'ailleurs Marine Le Pen pendant la campagne, à ce que soient traitées dans les pays émetteurs les demandes d'asile, dans les consulats. Donc vous voyez, il y a un certain nombre de mesures qui pourraient être prises. Mais pourquoi ne les prend-on pas, ces mesures ? Par idéologie politique, là encore. Parce qu'effectivement, il y a une victoire idéologique du sans-frontiérisme, d'une forme dévoyée d'internationalisme qui finit par être du mondialisme, qui fait qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on en est là, et que quand on propose des choses toutes simples, comme par exemple les tests osseux sur les migrants, on se fait traiter de fascistes, de néo-nazis, ou que sais-je, ou de pétainistes. Il va falloir se donner les moyens de changer les choses. Il y a un nouveau gouvernement il va falloir agir quand même à un moment qui sera nommé d'ailleurs, on ne sait pas quand, mais il serait peut-être temps d'essayer de serrer un petit peu la vis. J'ai envie de citer le procureur de la République de Montpellier qui s'adresse au Figaro aujourd'hui et qui parle d'un des 2 gardés à vue. Il dit, le premier cité, c'est en outre exhibé dans les cellules du commissariat et à outrager les policiers. C'est-à-dire que non content d'être en garde à vue et d'avoir commis cet acte plus que répréhensible, ils sont toujours dans cette provocation. Il y a une jeunesse qui est de plus en plus violente. Est-ce que la justice des mineurs est encore adaptée en France ? Écoutez, je voudrais faire 2 remarques très rapides. La première... Moi, je déteste l'expression ensauvagement de la société, barbarie, etc. Mais on déteste parfois des choses, mais quand elles sont là, il faut bien les nommer. Moi aussi, je la déteste, c'est la réalité. On la déteste tous. Je comprends, mais je ne l'aime pas pour une raison, c'est que moi, je préfère la barbarie à la guerre. Les êtres humains civilisés et ceux qui sortent de la civilisation. On aimerait tous habiter sur des petits nuages, avoir des cœurs roses. En tout cas, pour moi, ce n'est pas par ces mots et par ce lexique, à mon sens, encore une fois, c'est mon avis à moi, qu'on résout les problèmes aussi graves que ceux qu'on est en train de parler aujourd'hui. Bon. Ensuite, deuxièmement, la question des mineurs isolés. C'est un vrai problème. Je suis d'accord avec vous que c'est un problème. Il y a beaucoup de mineurs isolés aujourd'hui qui sont dans la nature et qui ne sont pas logés ou quoi que ce soit. Et ça aussi, c'est un problème d'ordre non seulement répressif ou quoi que ce soit, mais aussi d'ordre social, au sens où il y a des mineurs aujourd'hui qui sont dans la rue, qui vivent à la rue, etc. Et ça ne peut qu'encourager la délinquance. Maintenant, quand on regarde les chiffres, encore une fois, le pourcentage de mineurs isolés qui commettent des actes de délinquance, c'est 10%. C'est déjà beaucoup, on peut considérer. C'est évidemment beaucoup. Moi, j'ai d'autres chiffres à vous soumettre. C'est évidemment beaucoup. 10% de délinquance. De quoi ? D'actes de délinquance. 10% de mineurs isolés qui ont commis des actes de délinquance. Moi, je trouve ça énorme, c'est évidemment immense. Mais ça veut dire aussi qu'à
Ça veut dire aussi que 90% de mineurs isolés ne commettent pas d'actes de délinquance. Non. Et c'est ça que je veux dire. Non. Vous venez, votre chiffre, il est très simple. Le chiffre, il est Dans les actes de délinquance, dans les 100% des actes de délinquance, 10 sont commis par des mineurs isolés. Pas du tout. C'est ce que vous venez de dire. Alors moi j'ai d'autres chiffres. Alors j'ai d'autres chiffres. Vous avez mal compris mon chiffre. Alors plus de 66 000, parce que j'ai essayé de travailler un petit peu aussi, plus de 66 000 adolescents de moins de 15 ans ont été impliqués dans des affaires traitées par les parquets en 2019, puisque les études prennent un petit peu de temps, que ce soit pour des vols, des agressions, des atteintes sexuelles. La délinquance des mineurs étrangers isolés a explosé, plus 407% en 5 ans. Et là, je parle d'une étude qui est menée seulement dans l'agglomération parisienne. Certains criminologues qui pointent également un rajeunissement, mais aussi une augmentation du niveau de violence. Jean-Sébastien Ferjou, votre commentaire. Je pense qu'il y a un sujet sur la violence, effectivement, et sur le fait qu'il y ait un certain nihilisme, une certaine virtualisation du monde, en quelque sorte, parce que les gens ne réalisent plus la violence. Et c'est en ça où c'est choquant de contester ou d'avoir des débats techniques, finalement. Quand vous vous mettez à frapper quelqu'un, il faut assumer le risque que vous pouvez le tuer, parce que chacun sait qu'on peut mourir en tombant de sa propre hauteur. Hein. Donc, vous frappez quelqu'un sans raison, vous prenez le risque de le tuer, et il faut savoir assumer ces responsabilités-là. Après, 2 points rapides aussi. Nos bureaux se trouvent être sur une grande place parisienne. Vous savez ce qu'ils racontent, les videurs ? Parce que forcément, le soir, le week-end, il y a des agressions, etc. Avant, ils intervenaient pour aider les jeunes des boîtes de nuit ? Oui, ou des bars ou des brasseries. D'accord. Avant, ils intervenaient pour aider les jeunes femmes qui étaient importunées par d'autres jeunes hommes qui étaient là. Et maintenant, ils ne le font plus. Vous savez pourquoi ? Parce qu'en général, ils sont costauds. C'est pour ça qu'ils sont employés comme videurs. Ils ne le font plus parce que quand eux, ils foutent un coup de poing et que le mec tombe par terre, pour le coup, derrière, c'est eux qui sont poursuivis. Donc, vous ne pouvez pas contester cette réalité-là qui est quand même extrêmement perverse, parce que là, maintenant, on en arrive à quelque chose de totalement toxique. C'est-à-dire que là, maintenant, c'est si vous vous faites agresser ou violer sous les yeux des autres, la consigne donnée, c'est surtout n'intervenez pas, parce que vous pourriez, avoir des problèmes. Et c'est ce qui est arrivé, d'ailleurs, à un certain nombre de gens, quand ils essayent d'intervenir pour aider, à l'arrivée, ça se retourne contre eux. Mais autre chose, je vous invite fortement aussi à lire sur Atlantico demain, parce que je pense que parfois on manque d'imagination dans la manière de traiter les choses. Effectivement, on peut se poser des questions sur le tout répressif ou le tout pénal, mais après, il y a quand même la manière dont on traite l'état aussi psychiatrique d'une population. Il y a une expérience très intéressante qui a été menée depuis plus de 10 ans en Afrique, et ça a été ensuite exporté à Chicago ou dans d'autres villes américaines. C'est quand même moins 50% sur la criminalité. Mais en prenant en compte l'état psychiatrique de jeunes hommes violents qui étaient dans la criminalité, et c'est pas du tout de la culture de l'excuse, c'est absolument pas de la culture de l'excuse, c'est essayer de trouver les moyens de les sortir. Eh bien, ça marche, moins 50%. Et donc, il faut savoir aussi se poser ces questions-là, mais je pense que nous sommes dans une société qui a renoncé tout simplement, parce que pour partie, elle est dans le déni de la violence, et donc, non, il n'y a pas de problème, ça a toujours existé, ça n'est qu'un sentiment d'impunité, et pour partie, pour des raisons de moyens, comme finalement d'inertie technocratique, parce que c'est souvent ça, personne ne sait plus trop par quel bout le prendre, et donc on change rien, et on continue à laisser se creuser malheureusement les sujets dans lesquels on... Et dernier mot peut-être rapidement pour conclure, Pierre Marisseff, c'est intéressant que Jean-Sébastien Ferjou évoque la psychiatrie, parce que je voudrais citer le docteur Maurice Berger, pédopsychiatre reconnu, spécialiste de la violence chez les jeunes, qui est pour le coup là encore une fois pas taxé d'être d'extrême droite ou quoi que ce soit. Il plaide pour un renforcement des mesures pénales face aux agressions physiques pour les mineurs. La sanction, je le cite, fait partie de l'éducation. Son but est de civiliser les pulsions destructrices, et beaucoup de mineurs violents ne commencent à penser que lorsqu'on les empêche d'agir. La solution du sursis de l'excuse doit s'arrêter là où la violence physique commence. En quelques mots. Quoi rajouter ? C'est une évidence. Moi, je pense que n'importe quel parent, je ne suis pas encore parent, je l'ai déjà dit, mais mes parents, j'ai bien vu avec eux, quand je fais une bêtise, ils m'arrêtent. Que ce soit une bêtise violente ou une bêtise pas violente, ils m'arrêtent tout de suite et ils me punissent si jamais c'est une bêtise. Et c'est presque criminel de la part de l'État, puisqu'on encourage des processus délinquants, délictueux, on fait rentrer des jeunes hommes amènent à des crimes. délinquance. Bien sûr, exactement.